Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié au dispositif d'Open Innovation Pock & Go que nous allons vous proposer. Je vous propose d'attendre encore 30 secondes, le temps que tout le monde s'installe tranquillement et peut-être avec son café après la pause déjeuner, histoire que tout le monde arrive. On se retrouve dans 30 secondes. À tout de suite. Bon, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je suis Stanislas Buffet. Je m'occupe des activités d'open innovation et de transformation digitale chez Cap Digital. Et je suis aujourd'hui avec Mélissa Gatala, avec qui je travaille, ainsi que nos deux intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Hop. Mais juste avant, je vous propose de rappeler rapidement le déroulé de ce webinaire. Donc, une courte présentation de Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas. On passera ensuite au cœur du sujet du webinaire, donc ce dispositif Pock & Go d'Open Innovation. Ensuite, on aura un retour d'expérience croisé d'Alina, qui est chargée de mission Smart City pour la ville d'Antony, et de Pascal, qui est associé chez Atmotrack, le lauréat du challenge. Et on finira sur la partie questions-réponses. J'en profite au passage pour remercier Alina et Pascal pour leur présence et pour leur temps. Concernant les questions, je vous propose de les poser au fur et à mesure dans l'onglet à droite de l'écran, donc dans la partie questions. On a fait des tests de son tout à l'heure, donc tout semble OK. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a un souci. Et enfin, une dernière information avant de commencer, ce webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible si vous souhaitez le revoir ou le partager avec des collègues. Je vois que certains inscrits n'ont pas pu se connecter, donc ils pourront en bénéficier, et donc j'en profite pour vous donner une idée un petit peu de l'audience, avec quelques participants sans être exhaustif. On a à la fois d'un côté des acteurs publics comme Grand Paris Aménagement, Grand Orlycène Bièvre, l'INRIA, la PHP ou Lyon Unicancer, et puis on a aussi des acteurs privés comme Essilor, comme Aesio, ou encore le groupe Vive, pour ne citer que. Voilà. Je vais être très rapide sur la présentation de Cap Digital pour se concentrer sur le dispositif Pock & Go. Donc, on est une association de loi 1901 indépendante. On a été fondé en 2006 et on est animé au service de l'innovation par et pour nos membres. Donc, on est un collectif de plus de 1000 innovateurs qui rassemble l'ensemble des typologies, que ce soit les startups, les PME, les grands comptes, les collectivités, les écoles, les universités, les laboratoires de recherche, mais aussi les investisseurs en capital et puis les experts qui sont reconnus pour vous guider dans vos projets. On est positionné sur 4 marchés, donc les ICC, industrie culturelle et créative, la ville durable, le commerce et puis bien sûr la santé, qui nous rassemble aujourd'hui. Et on a une communauté IA Data en transverse de ces quatre filières. On opère comme tiers-lieu de confiance, enfin tiers-lieu, pardon, et tiers de confiance, puisque notre objectif, c'est de servir nos membres en les accompagnant dans leur stratégie d'innovation. Très rapidement, quelques chiffres. J'ai déjà cité ceux concernant notre collectif. Nous, on est 40 permanents dans l'équipe et on a 170 experts qui viennent nous aider. Et on a la particularité en tant que pôle, puisqu'on est présent dans 2 régions depuis l'intégration du PICOM, qui est un pôle dédié au commerce et qui était historiquement dans les Hauts-de-Seine. Donc, on est à la fois présent en Hauts-de-France et en Île-de-France, mais ça ne nous empêche pas de travailler au-delà de ces 2 régions, puisque par exemple, on vient de signer un partenariat avec la métropole de Dijon. Un dernier mot sur nos activités principales. On en a 4. La R&D, comme tout pôle, pour accompagner les projets et leur conseiller les meilleurs guichets. L'accélération pour nos startups.
la partie Open Innovation et Transformation numérique dont s'occupe notre équipe et dont fait partie le dispositif POC & Go. Et puis enfin, les projets européens qui étaient au nombre de 12 l'année dernière. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec le dispositif POC & Go. Donc, c'est un dispositif qu'on opère depuis 2015 avec les challenges Big Data dans le cadre du PIA 1, donc c'est le programme d'investissement à l'avenir. Et depuis 2018, on opère les challenges numériques avec l'IMT dans le cadre du PIA 2. Donc, c'est des challenges POC & Go qui ont pour objectif de permettre à vos organisations, que ce soit du secteur public ou privé, d'expérimenter et de coproduire rapidement une solution technologique inédite à partir de briques préexistantes portées par des startups, des PME ou des laboratoires de recherche et qui sont adaptés à vos cas d'usage. Comme vous pouvez le voir, depuis le lancement de ces challenges, on en a animé 21. Donc 21 sponsors ont déjà pu bénéficier de ce dispositif, comme AXA, Colas, Air Liquide ou encore la ville d'Antony, qui nous fera part de son retour d'expérience juste après. 3 éléments clés. C'est un dispositif en général qui se déroule de 6 à 12 mois, donc qui vise la transformation des grands comptes qui sont commanditaires et l'accélération de l'autre côté des startups PME qui sont des candidats. C'est inspiré des cycles de prototypage et d'innovation agile pour vous permettre d'être acteur de votre transformation numérique à travers l'open innovation. Deuxième point, c'est qu'on met à disposition, une fois que le cadrage est réalisé et votre cas d'usage bien connu, notre réseau de startups et les PME les plus innovantes, les laboratoires de recherche les plus pointus, ainsi que des experts marchés ou technologiques, du cadrage du projet à la réalisation d'un prototype opérationnel sur mesure. Et enfin, dernier point, les startups et PME qui vont être lauréates, donc ça peut être de 1 à 3 lauréats, vont bénéficier de subventions entre 70 et 100 000 euros si on parle d'un challenge monosponsor ou multisponsor. L'objectif de ce webinaire qui était dédié à la santé, c'est aussi de se dire, bon, on est entre nous, entre acteurs de la santé, et peut-être qu'en identifiant des cas d'usage qui peuvent être communs ou proches, on pourrait organiser un challenge multisponsor qui permet de mettre en commun notre data, de mettre en commun notre volonté d'expérimenter des choses, et aussi de partager les coûts, parce que tout ça, forcément, a un coût pour aller chercher ces startups et prototyper. Comme Mélissa va vous le présenter, c'est un dispositif qui est très encadré. Donc, il y a un nouveau PIA, un programme d'investissement d'avenir qui va sortir courant juin. Et donc, ce dispositif qu'on vous propose aujourd'hui arrive à sa fin. Il reste 3 tickets, on en a déjà organisé une dizaine. Et donc, il nous reste 3 tickets qu'on doit activer avant le 31 août pour pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire activer, c'est juste dire, OK, on présente à la BPI les entreprises avec lesquelles on va travailler, puis ensuite, le POC & Go, tout le processus se déroulera après. Mais je laisse Mélissa vous en dire plus. Merci Stanislas. Bonjour à tous, Mélissa Gadala, je travaille avec Stanislas dans l'équipe transformation numérique et j'ai eu l'occasion de participer à de nombreux challenges grâce à mon poste. Pour vous expliquer un peu en détail, vous pourrez bien sûr poser vos questions dans l'onglet questions et on y répondra en fin de session. Donc on part dans le cadre de départ avec un ou plusieurs sponsors qui peuvent être privés ou publics, qui ont un besoin métier relativement complexe qui émane de leur équipe métier et qu'ils souhaitent adresser, une capacité à mettre à disposition des ressources, notamment des données, et la volonté de réaliser un POC en réponse à ce besoin. Nous, on apporte en fait la possibilité d'organiser un challenge numérique selon une méthodologie bien précise pour faire appel à des structures innovantes, que ce soit des PME ou des startups, pour la réalisation de prototypes de solutions en réponse à ce besoin via un processus de co-construction. C'est une collaboration très étroite entre les sponsors et la structure sélectionnée via ce processus. Les bénéfices ancrés, c'est vraiment favoriser la transformation numérique des grandes organisations tout en favorisant l'accélération des PME et startups qui sont, eux, les candidats. Le dispositif permet de répondre à un problème précis en gagnant du temps, à moindre coût, tout en intégrant le plus possible les métiers dès la phase amont du projet pour favoriser finalement le développement d'une solution qui sera concluante. Pour vous évoquer un petit peu plus précisément chaque grande phase de notre processus de challenge, donc on commence par le cadrage et la préparation, puis on passe à la phase de sourcing et sélection et la phase de prototypage, qui est la troisième phase. Pour la première phase, il s'agit de commencer sous forme d'une série d'ateliers et de réunions avec les équipes du sponsor
cadrer le challenge. Donc, en partant du besoin qui émane de ces sponsors, on va définir, mieux le définir, mieux l'exprimer de façon très claire afin d'aboutir à la formalisation de l'appel à projet. Cette formalisation d'appel à projet se traduit par une série de livrables, donc le règlement du challenge, la présentation exhaustive du challenge qui sera mise à disposition des éventuels candidats, les attendus du challenge, le modèle de candidature au challenge, les critères de sélection, la grille d'évaluation qui permet d'évaluer les futurs candidats et leurs projets, et toute une série de supports de communication qui permet de communiquer auprès des potentiels candidats. Cela va servir notamment à les convier à l'événement de lancement. C'est l'événement public qui permet d'annoncer le challenge, son contexte, ses objectifs et ses modalités de participation. Cet événement se déroule en général en présentiel, mais avec la crise sanitaire, on a commencé à les faire en webinaire, bien sûr. Donc, cet événement se déroule, généralement, c'est pas plus d'une heure et demie, avec les équipes du sponsor, les équipes de Cap Digital et également les potentiels candidats qu'on aura invités. Ce sont des potentiels candidats qui seront issus de notre sourcing qu'on aura commencé à faire dès la phase de cadrage. On passe ensuite à la deuxième grande phase, qui est la phase de sourcing et de sélection. La phase de sourcing, comme je vous le disais, elle commence déjà en amont, dès la phase de cadrage, mais elle s'étend jusqu'à la clôture de l'appel à projet. On procède à un sourcing qualifié auprès du réseau de Cap Digital, mais aussi au-delà, auprès de tout l'écosystème en général. La communication autour cet écosystème, autour du challenge auprès de l'écosystème se fait de diverses manières. À la fois en mode, comme on peut dire, push, où on va pousser vers les startups et PME qu'on aura, nous, préqualifiés. On sait pouvoir répondre aux besoins des sponsors. À la fois aussi avec une communication pool, donc plus large, où ce sera des relais réseaux sociaux, des emailing et également des relais via nos partenaires. On passe ensuite à la phase de sélection. La clôture de l'appel à projet se déroule en général 3 à 4 semaines après le lancement, l'ouverture des candidatures et de sa plateforme. Donc on reçoit toutes les candidatures. La candidature en elle-même, elle suit un processus aussi spécifique. On met à disposition, comme je vous le disais, un modèle de candidature, une plateforme de candidature. Suite à la réception de toutes les candidatures, on va les analyser en s'appuyant notamment sur les grilles d'analyse qui font partie des livrables initiaux. Et on procède à la sélection qui, elle, se déroule en plusieurs phases. Il y a une présélection sur dossier, puis une sélection avec le jury. Le jury, qui est constitué, bien entendu, des équipes du sponsor, des équipes métiers, et d'autres équipes également, les équipes de Cap Digital, embarquées sur le projet, ainsi que d'autres parties prenantes éventuelles. On peut souvent être amené à solliciter des experts sur les thématiques afin d'avoir vraiment un œil aguerri et un œil externe sur les candidatures reçues et le pitch des candidats. Suite à ce jury, donc les membres du jury aboutissent à un choix de lauréats. Donc, les lauréats peuvent être au nombre de 1, 2 ou 3. Et c'est avec ces derniers que les sponsors vont passer à la phase suivante, qui est la dernière phase de prototypage. C'est la phase d'expérimentation où on passe au prototypage des POC et au test avec les équipes métiers. Via la sélection de plusieurs lauréats, qui n'est pas obligatoire certes, le sponsor peut par contre sonder ce dont est capable le marché et collaborer avec des acteurs distants pour la co-construction de solutions en réponse à leurs besoins, selon des approches aussi, donc des approches techno différentes. La phase d'expérimentation se traduit aussi par toute une série de réunions de travail, de réunions de suivi et bien entendu une réunion de restitution finale qui clôture finalement le challenge et qui permet de présenter les résultats de celui-ci et également de valoriser toute la démarche. Donc ça, c'était pour le calendrier du challenge. En termes de facteurs clés de succès, donc comme on l'a dit dès le début, il s'agit vraiment de cadrer un maximum le besoin dès l'amont. Ça permet vraiment de garantir que le sponsor finalement aboutisse au résultat qu'il attend. Et c'est aussi en impliquant dès l'amont du projet les équipes métiers qui sont finalement les usagers de la future solution que cela peut être réussi.
Et également, bien sûr, le fait de travailler selon un mode partenarial avec les startups/PME, donc les lauréats qu'on aura sélectionnés pour la phase d'expérimentation. La valeur ajoutée de Cap Digital dans tout ça, ça va être l'expertise. Donc, c'est vraiment une méthodologie qu'on a mis en place il y a plus de 5 ans et qui a été éprouvée à plusieurs reprises avec une vingtaine de challenges numériques. Le sourcing auprès de notre écosystème, de notre réseau d'adhérents, mais au-delà de l'écosystème et de tous nos partenaires, qui nous permet vraiment d'avoir des répondants de qualité. Et bien entendu, le levier financier qui permet en fait d'alléger les coûts de développement du prototype, d'alléger l'animation du challenge. Et donc finalement, ça correspond à un levier financier très intéressant, à la fois pour les sponsors et pour les lauréats. Voilà, on va terminer sur ce point-là avant de passer au Rex. Comme vous l'a dit Mélissa, le fait que Cap Digital soit animateur du challenge numérique, ça permet d'activer donc 2 leviers. Un pour vous en tant que sponsor pour alléger ce financement partiel. Donc, c'est à partir de 20 000 €, c'est un prix qu'on met après qui va dépendre, qui peut augmenter en fonction de la complexité du challenge, des cas d'usage, du recours à des experts. Et puis, un petit peu de gestion de projet aussi, en plus à prévoir si on est sur un challenge multi-sponsor, mais qui permettrait dans tous les cas de réduire le coût pour chacun. Et puis pour les lauréats, comme on vous l'a évoqué, dans le cadre du PIA, on peut avoir une subvention qui monte jusqu'à 70 000 € pour un challenge mono sponsor et 100 000 € pour un challenge multi-sponsor. Et donc ces 70 000 € dépendent de la structure, si c'est une moyenne ou une petite entreprise. Et donc la fourchette sera le pourcentage sera de 35 ou de 45% de prise en charge. Donc à titre d'exemple, un lauréat unique qui développe un prototype sur une assiette budgétaire de 155 000 € pourrait recevoir une subvention de 70 000 €. Donc c'est un processus, un dispositif quand même attractif pour les lauréats et donc par ricochet aussi pour vous. Je vous propose du coup de laisser la parole à Alina et à Pascal qui vont apparaître. Bonjour Alina. Bonjour. Et donc, je vais vous poser quelques petites questions. Tout d'abord sur le contexte et l'objectif en début de projet quand vous avez pensé à faire appel au dispositif. Je te laisse la main sur la présentation. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alina Akhmerova. Je suis chargée de mission Smart City à la ville d'Antony. Donc, je m'occupe de tous les projets de l'innovation, du numérique et beaucoup d'autres. Et je remercie Cap Digital de m'avoir invité pour partager notre expérience du challenge Pokémon. Donc, pour notre contexte, en fait, la qualité de l'air, qui était le sujet de notre challenge, est un sujet de préoccupation forte des habitants depuis plusieurs années. Et la municipalité s'en occupe aussi. Donc, par exemple, en 2015, on était lauréat de l'appel à projet Ville respirable en 5 ans. Et on a réalisé plusieurs campagnes d'analyse d'air avec le laboratoire central de la préfecture de police. La ville aussi expérimente depuis 2015 un dispositif de biostation, ce sont les plantes qui permettent de surveiller la qualité de l'air. Et dans le budget participatif 2018, c'était notre première édition, le budget participatif, il y avait un projet donc, qui demandait d'installer 4 capteurs de la qualité de l'air. Et donc, avec tout ça, on avait des objectifs de mettre en œuvre des actions innovantes pour améliorer la qualité de l'air, favoriser la communication sur ces sujets et impliquer les citoyens dans la démarche d'amélioration de la qualité de l'air, parce qu'on ne veut pas que c'est uniquement la ville qui mette en place des actions, mais c'est aussi les citoyens qui deviennent plus actifs et changent leur comportement. Je te laisse poser la question. Oui, du coup, pardon. Pourquoi avez-vous fait appel au dispositif Pokémon? Donc, sincèrement, en fait, on ne connaissait pas d'autres dispositifs et on en cherchait un suite à l'événement numérique et environnement organisé par la ville d'Antony et Systématique Accéléré en novembre 2018 sur les sujets de la qualité de l'air, de l'eau et des sols. On voulait en fait avoir une action concrète sur ces sujets. Et on a commencé en interne à chercher qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de challenge proposer, est-ce que c'est pour les étudiants, pour les entreprises, etc. Et finalement, le pôle systématique nous a proposé de lancer une challenge sur la qualité de l'air.
Et il nous a dit que Cap Digital donc, organise ce challenge et avec une méthodologie. Et donc, voilà. Donc, ça nous a séduit aussi parce que ce dispositif est soutenu par le PIA et s'inscrit dans la démarche Smart City de la ville. Et donc, on l'a lancé officiellement le 5 février 2019 pour les startups et PME, donc en collaboration avec Systématique et Accélera et le pôle porteur Cap Digital. Donc, l'objectif de challenge pour nous, c'était de travailler sur la qualité de l'air. Et après, Cap Digital nous a un peu resserré en disant que ce serait mieux d'avoir un objectif plus concret. Donc, on a décidé de demander aux PME et startups un outil d'information et d'aide à la décision pour les élus et services de la ville pour qu'ils puissent anticiper et répondre aux épisodes de pollution, mieux comprendre origine et naissance de ces épisodes de pollution, déterminer les actions à mener et mieux informer les citoyens. Et en fait, on voulait que ça soit assez précis cet outil et que ça nous permette aussi d'avoir des suggestions, des actions, recommandations pour les élus et pour les citoyens. Merci beaucoup. Donc, on y voit clair maintenant sur le cadre, le contexte. Est-ce que tu peux nous parler du déroulé de l'organisation du challenge et puis la façon dont on a pu vous accompagner? Oui, donc pour les étapes du challenge, on a eu 2 étapes globalement donc, très grandes. C'est la présélection des candidats qui a duré 2 mois de février à avril 2019. C'était donc effectué sur un dossier. Après, il y avait une audition. On avait 9 candidats au total avec des dossiers assez solides. On a pris du temps pour tout lire et pour évaluer. Et à l'issue de cette phase, on a choisi 2 candidats pour la phase de réalisation qui a duré 6 mois d'avril à octobre 2019. Et donc, je voulais préciser que l'accompagnement de Cap Digital était très précieux pour nous parce que Cap Digital a fait tout le travail de cadrage, de rédaction de cahier des charges, la recherche des partenaires, la communication pour trouver les participants et pour vraiment parler beaucoup de ce lancement de challenge. Et aussi mise en œuvre des auditions. Donc, le jury était composé de plusieurs représentants de la collectivité, mais aussi de tous les 3 pôles avec lesquels on a travaillé. Et comme l'a dit Mélissa, avec une méthodologie assez précise et des grilles d'analyse, c'est exact aussi. Et même jusqu'à donc, la demande de subvention qu'on a fait pour compenser les frais de challenge. Alors du coup, sur la dernière partie de prototypage, comment s'est passée la collaboration avec le lauréat? Ça s'est passé très bien avec les lauréats. En fait, on en a eu 2. C'est Atmotrack et Area Technologies. Donc, ils ont réalisé des prototypes qu'ils ont expérimentés en situation réelle pendant 6 mois. On a choisi les 2 parce que leurs solutions étaient assez complémentaires et c'était difficile de choisir un seul. Et donc, on a présenter les résultats de ce challenge lors de l'événement Industrie 4.0 et territoire co-organisé avec le pôle systématique donc en novembre 2019. Côté interne, il y avait quand même quelques difficultés parce que en fait, il a fallu s'organiser entre les services et aussi il y avait une petite difficulté qu'il y avait, donc il a fallu adapter le dispositif initial parce que Atmotrack nous a proposé des capteurs sur les bâtiments ou sur les véhicules. Finalement, on a choisi sur les véhicules. Donc, il a fallu trouver les véhicules, coordonner donc tout ça avec les services techniques et après donc réagir en fonction des retours. Voilà. Merci. J'ai une question du coup maintenant pour Pascal. Qu'est-ce qui a amené Atmotrack à candidater à ce challenge? Et est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que fait ta solution? Merci, bonjour à toutes et à tous. Pascal Hermel, Atmotrack. Donc, je suis associé et j'en charge toute l'activité commerciale d'Atmotrack. Mais ce qui nous a amené à candidater, c'est vrai qu'on voit challenge numérique de la qualité de l'air. Comme le dit Alina, on est, nous, positionnés sur la qualité de l'air. Il y a du numérique. Notre objectif, c'était effectivement de pouvoir proposer donc, une application de gestion de la qualité de l'air sur un territoire avec une collectivité. La collectivité connaît bien son territoire. Nous apportons notre valeur ajoutée et on souhaitait effectivement contribuer
façon co-constructive sur cette partie. Donc, Atmotrack, oui, c'est quoi Atmotrack? Nous, on est fournisseur de données environnementales. On est tous concernés par la qualité de l'air. On est autour de la table, mais autour d'un écran. On respire 15 000 litres d'air par jour. Ça coûte 150 000, c'est plus de 50 000 décès prématurés par an et ça coûte plus de 100 milliards d'euros à l'économie française par an. Donc, nous, à notre humble niveau, on est là pour fournir de la donnée environnementale qui n'existe pas aujourd'hui sur les territoires. Pour bien comprendre son territoire, pour le comprendre, il faut d'abord mesurer, évaluer, et ce qui vous permet après de pouvoir améliorer la qualité de l'air si vous pouvez le faire. Donc, nous avons un capteur Made in France qui vous permet effectivement de collecter de la donnée et ensuite, donc, grâce à nos outils de développement, des outils d'aide à la décision, comme le dit Alina, nous proposons donc une surveillance du réseau de votre qualité de l'air. Ensuite, donc, on a développé spécifiquement pour Anthony, donc, une application grand public. C'est vrai qu'au début, par rapport donc, à la demande d'avoir une application de gestion, et par rapport aux besoins d'Alina, comme elle l'a explicité par rapport au jury, donc on s'est centralisé, focalisé sur une application grand public, Kaeli, d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur votre smartphone préféré, hein, donc, et vous allez voir la qualité de l'air, un endroit où vous satisfait que vous avez des capteurs. Est-ce que tu peux dire un mot du coup sur Aria, avec qui vous avez oui, donc on a été co-lauréat, on en est ravis, ce sont 2 boîtes françaises, donc ça fait plaisir. Nous proposons effectivement une application de gestion de la qualité de l'air avec nos données, et Aria a récupéré effectivement une partie de nos données, mais d'autres données aussi, donc ils font de l'interopérabilité, et donc ils font de la modélisation en 3D pour pouvoir proposer de la cartographie en 3D. Super, merci. Peut-être qu'Alina, je ne sais pas si vous voulez compléter sur cette partie-là ou pas, au niveau des données. En fait, Aria nous a demandé dès le début du challenge donc, beaucoup de données. On a essayé de faire le maximum. On a présenté les données de LCPP, donc des études, les données de trafic et d'autres types de données. Et en fait, la complémentarité entre Aria et Atmotrack, c'était dans le fait que Atmotrack a mis à disposition quelques capteurs sur les véhicules qui collectaient les données en temps réel, chaque, je sais pas, 1 ou 2 minutes. Donc, on avait des données régulières, stables, très locales, ce qui a permis à Aria de compléter son modèle et d'avoir ces données vraies et en continu. Super. Merci. J'ai une deuxième question pour toi, Pascal. Comment est-ce que tu as perçu le processus de sélection de ton côté, du coup? Mais écoute, c'était bienveillant. Donc, on a eu beaucoup de questions, aussi bien, on va dire, au niveau des élus, des équipes fonctionnelles, qui nous ont questionné d'ailleurs sur la remise en question, décidément, 3 fois question, sur l'objectif principal. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons bifurqué sur une application citoyenne. Et donc, c'était tout à fait constructif. Et c'est ça qui était intéressant dans cette démarche, et aussi bien avec l'accompagnement de Cap Digital. Chouette. Dernière question sur la phase de prototypage et la collaboration que tu as pu avoir avec la ville d'Antony. Alors, le prototypage, oui, ça dure 6 mois, mais on a mis beaucoup plus de temps que prévu. Bon, généralement, les projets numériques, hein, ça arrive. Hein, et de toute façon, c'était un investissement de notre part. Ce que l'on a apprécié, c'est les allers-retours, beaucoup d'agilité dans les échanges, très constructifs, et également la disponibilité d'Alina, parce qu'il faut quelque part un chef de projet client, chef de projet côté start-up, mais aussi un accompagnant avec Cap Digital. Et aujourd'hui, Alina est toujours dans la boucle. Et c'est ça qui est important pour nous, parce que c'est l'utilisateur. Et tel que l'utilisateur peut nous permettre de faire évoluer notre application. Donc, elle est une de nos favorites dans la partie évolution des applications. Donc, ça, c'est très, très important dans la continuité aussi. C'est ce que l'on fait avec nos clients. Mais là, c'était la première à nous accompagner sur cette partie. Parfait. Merci, Pascal. Je vais revenir vers toi, Alina, du coup, pour savoir comment la solution ou les solutions, parce qu'il y en a 2 pour toi. On rappelle qu'on peut aller jusqu'à 3 lauréats. Donc, comment les solutions ont répondu à ton besoin et puis les apprentissages que tu as pu en tirer de ce challenge dispositif POC & Go. Donc, les solutions, c'était déjà, du côté Atmotrack, on a eu
On a pu expérimenter les capteurs et vu qu'on a eu une demande dans le cadre du budget participatif d'avoir les capteurs, on était complètement satisfaits. On les a comparés avec d'autres et finalement, on les a choisis. Voilà, donc on a acheté 4 capteurs et finalement, monsieur le maire m'a demandé d'éteindre ce dispositif parce qu'il était convaincu. Et finalement, on a 16 capteurs au total pour 16 quartiers de la ville. Donc, dans chaque quartier, il y a un capteur qui montre la qualité de l'air local. En plus, on a fait les bêta-tests de l'application Kaylee et finalement, elle a été publiée. Les bêta-tests étaient organisés avec nous, donc la collectivité, mais aussi avec tous les citoyens qui souhaitaient participer. On a fait un appel sur Facebook, il y avait pas mal de participants. Et on continue à y travailler ensemble, en fait, avec Atmotrack, parce que Atmotrack a fait donc une deuxième version de cette application et ils ont bien écouté nos remarques et on continue à travailler sur ce sujet. La solution d'Aria Technologies nous a beaucoup convaincus pendant le challenge, mais finalement, on ne l'a pas acquise parce qu'on n'a pas de compétences en interne pour l'utiliser. En fait, c'est un des apprentissages de ce challenge, c'est que, en fait, on l'a prévu, mais finalement, on n'a pas eu de ressources en interne. Ça, c'est dommage. Par contre, on peut toujours demander à Aria de nous faire une étude, donc ce ne sera pas une acquisition de cette solution, mais juste une étude ponctuelle. Et en fait, avec tout ça, on a compris qu'on travaille beaucoup sur la qualité de l'air, mais on ne communique pas beaucoup. Parce qu'il y a donc l'application Kaylee, mais on voulait communiquer un peu plus, en fait, expliquer le polluant, expliquer pourquoi on fait tout ce travail, vraiment expliquer aux citoyens qu'on s'en occupe parce qu'on continue à avoir des demandes. Maintenant, Anthony est dans la zone faible émission de la métropole, donc c'est aussi, ça pose des questions. Et finalement, on a lancé une étude pour améliorer la communication aux citoyens, pour la rendre plus pédagogique et lisible. Et donc, pour cela, on a sollicité le dispositif Curious Lab des départements 92 et 78. Donc, les étudiants nous ont fait une étude de benchmark et on a pris un AMO qui nous prépare toute cette communication. Et d'ailleurs, c'est Aria. Voilà, donc on continue à travailler avec les deux lauréats. Et donc, pour quelques autres apprentissages, en fait, ça nous a pris du temps pour comprendre comment mieux s'organiser en interne pour gérer ce projet transversal, parce que ça concerne beaucoup de services. On a donc les services démocratie participative et ville intelligente, dont je fais partie. On a un service santé et hygiène. On a un service développement durable, DPPE. Et en fait, au début, le challenge était géré par le service développement économique qui était en contact avec Cap Digital et le pôle systématique aussi. Et donc, finalement, petit à petit, la gestion de ce challenge est passée vers moi. Et donc, en fait, j'ai pu centraliser un peu tout ça parce que mon rôle dans la collectivité, c'est vraiment transversal entre plusieurs services. Donc après, comme j'ai dit, il a fallu définir un service utilisateur final, ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque et ça nous a manqué. Mais je pense qu'on continue à aller vers cette définition et peut-être un jour, on aura quelqu'un qui pourrait vraiment, de manière professionnelle, étudier les données et faire des préconisations. Et aussi, il est nécessaire d'avoir un portage politique fort parce que pour nous, c'était une demande du maire qui était soutenue par quelques élus. Mais quand même, ce n'était pas suffisant au début. Mais vu qu'on a une nouvelle mandature, c'est le même maire, mais et on a beaucoup plus d'élus qui s'occupent de l'environnement. Maintenant, en fait, ça intéresse plus les élus. Je pense qu'on pourrait faire plus de choses avec les solutions qu'on a. Ok, très clair. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce retour d'expérience. On a eu quelques questions. Si vous en avez des nouvelles, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vous propose, là, je vais les balayer. Il y en a qui ont déjà été répondus. Merci, Mélissa. Alors, la phase 1 de cadrage, ça fait donc avec le sponsor. Et c'est à la phase de sélection qu'on regarde les différents candidats de solutions. Exactement. En fait, on accompagne le sponsor au tout début pour cadrer l'appel à projet. C'est vraiment la base pour s'assurer d'avoir un POC & Go qui est bien fait et qui est utile à la fin avec des bons lauréats qui sont pertinents par rapport aux besoins. Donc, ça se passe comme ça.
Qui a la propriété de la solution développée par les deux sociétés? Alors ça, c'est un point très important, Gabriel, qui est bien protégé par BPI et par ce dispositif, c'est que la propriété reste à la start-up. Pascal, tu peux en témoigner. Donc ça, c'est très, très, très important. Oui, et puis c'est clair dès le début, c'est ça qui est bien, parce que là, comme on est sur un POC, on part de zéro, où on essaye de mettre des nouvelles fonctionnalités, et ça a été clair, et ça n'a posé aucun problème. Fatma qui nous demande si les sponsors doivent être des CHU, des CHU, des grands labos ou grandes entreprises, et les lauréats des PME startups. Et donc, du coup, Mélissa qui a répondu en disant qu'en effet, les sponsors sont les organisations porteuses du besoin, public ou privé. Et les acteurs qui sont cités peuvent être sponsors, et les lauréats sont les startups, les PME, les laboratoires. Gabriel qui nous demande si les 3 tickets disponibles correspondent à des POC déjà définis. Non, justement, c'est aussi l'objectif de ces webinaires. Donc, on en organise 4 pour nos 4 filières. Il n'y a pas de sujet prédéfini, c'est très large. On part du besoin du commanditaire, du sponsor. Et ensuite, on fait l'appel à projet. Mélissa, si tu veux prendre la suite, la question de Fatma sur le début du projet correspondant à la réalisation du POC. Oui, merci beaucoup. Donc, en effet, on a répondu sur le chat, mais la réponse, c'est que le projet, en fait, se déroule en 3 grandes phases. Donc, la phase de cadrage, c'est la première, puis vient la phase de sourcing et de sélection, et pour finir, la dernière phase d'expérimentation. Le début du projet correspond donc au début de la phase de cadrage, et la fin du projet correspond à la fin de la phase de l'expérimentation. Après, la phase d'expérimentation en elle-même dure de 3 à 6 mois, selon le plan prévu entre le lauréat et le sponsor. On a une autre question de Pierre. Un challenge est-il par construction public et transparent, ou est-il possible de travailler de façon confidentielle? Alors, en effet, les challenges sont lancés de façon publique, notamment pour l'appel à candidature et pour la valorisation de la démarche. Par contre, le travail qui est produit durant la phase d'expérimentation est bien entendu entre les lauréats et le sponsor. Et même entre chaque lauréat et le sponsor, ça reste, il n'y a pas de porosité entre les lauréats s'ils ne sont pas membres d'un consortium, par exemple. Et on a déjà traité de challenge avec le ministère des Armées. Et du coup, bien entendu, les phases d'expérimentation sont d'autant plus sensibles à ce niveau-là. Donc, bien entendu, des NDA peuvent tout à fait être mis en place pour protéger certaines informations. On a 2 nouvelles questions. Merci Nathalie et Jean-Baptiste. Donc Nathalie, vous avez parlé de la grille d'évaluation pour sélectionner les candidats. Quels critères utilisez-vous? Les critères sont très divers, ça va être et sont surtout à définir. Nous, on vous fait une proposition de critères vis-à-vis de notre méthode habituelle et de ce qu'on a analysé du besoin et des objectifs du sponsor. Mais bien entendu, c'est une proposition qui est par itération retravaillée entre le ou les sponsors et Cap Digital et les potentiels experts qu'on aurait sollicités. Généralement, il y a une grande partie qui concerne l'évaluation de la société et une autre grande partie qui concerne plutôt l'évaluation de la solution, donc le projet proposé, le budget proposé, le plan prévisionnel proposé. Concernant la société, ça va concerner sa maturité, ses références, sa solidité financière. Voilà, c'est ce genre de critères. On pourra vous mettre à disposition un exemple non exhaustif de critères pour que vous ayez les informations précisément. Jean-Baptiste qui demande quand aura-t-on les besoins pour la thématique santé? Alors en réalité, on n'a pas les thématiques. En fait, les dispositifs qui nous restent à mener sont au nombre de 3. Donc là, en fait, une discussion va commencer et des échanges sont déjà en cours avec certains potentiels sponsors pour définir à partir de quel usage qu'ils ont des challenges numériques à mener. Donc, on a 4 thématiques principales qu'on aborde dans le cadre de ces webinaires et 3 tickets. Donc déjà, ce ne sera pas l'ensemble des thématiques qui seront adressées, mais en fait, finalement, les sponsors qui se manifesteront en premier avec un besoin à résoudre et pour lequel ils souhaitent mettre en place un challenge. Ce qui est sûr, c'est que si on a des challenges qui sortent côté santé suite à ce webinaire, toutes les personnes qui auront participé à ce webinaire seront informées de la thématique.
Et puis, on a les questions continuent d'arriver. Gabriel qui nous demande si la startup propose aux sponsors un projet de POC qui l'intéresse. Il y a donc un risque qu'une autre startup soit sélectionnée. En fait, on part, j'allais dire un peu plus bas, on part du besoin et du cas d'usage du sponsor et pas de solutions qui existent sur le marché. Donc, je pense que ça répond à votre question, Gabriel. Il n'y a pas de concurrence ou de solution, de concurrence ou de solution entre les startups, parce qu'on cadre un cas d'usage, une problématique, on lance un appel à projet et on demande aux startups pertinentes d'y répondre. Donc, ça fonctionne dans ce sens-là et pas forcément dans l'autre. Je peux compléter, Stanislas? Oui, bien sûr. Juste pour préciser un peu, c'est uniquement la collectivité qui reçoit les réponses. En fait, les candidats, ils ne voient pas les réponses des uns des autres, donc il n'y a pas de possibilité de se faire voler une solution. Très bonne remarque. Et on a une dernière tous les dossiers sont bien entendu confidentiels et seulement étudiés par les personnes embarquées dans le projet, donc le sponsor et Cap Digital qui évalue les candidatures reçues. Et elles sont utilisées que dans le cadre du challenge, bien entendu. Pardon. Dernière question de Pierre. Cap Digital est-il souverain pour décider de consacrer ces 3 tickets à 3 besoins ou une validation de BPI est-elle nécessaire? Mélissa, je te laisse répondre. Alors, une validation de BPI n'est pas nécessaire sur la thématique en question. Cela dit, BPI est un peu chef du règlement. C'est le règlement qui s'inspire de la réglementation BPI par rapport au règlement du challenge. Donc, on valide simplement le règlement du challenge avec BPI, mais pas le sujet en lui-même. Après, cela dit, dans le cadre du PIA par lequel on anime ce genre de challenge, en fait, la grande thématique, c'est le challenge numérique, donc des besoins de divers secteurs très variés et des réponses finalement simplement via le numérique. C'est ça la contrainte, mais qui reste très très large. Et nous, on s'occupera d'animer des challenges qui correspondent aux filières que Cap Digital a dans son écosystème, bien sûr. Et donc, BPI vient valider, on va dire, le challenge d'un point de vue, respect des règles, comme on l'a dit tout à l'heure avec Pascal. Il y a des chartes à signer, il y a un règlement sur l'utilisation des données, la propriété intellectuelle. Donc, il va être garant de ce côté-là, dire, OK, on propose un challenge avec un cas d'usage et un sponsor. Il faut valider que tout a été bien mis dans le règlement, que tout est OK pour que ça respecte le cadre du dispositif POC & Go. Je ne vois pas d'autres questions. Vous pouvez continuer à les poser s'il y en a. Juste du coup, pour vous donner des petites billes sur la suite, vous allez recevoir un mail suite au webinaire avec quelques questions. Et puis nous, on reviendra vers vous pour savoir si le dispositif vous intéresse, pour savoir si le timing est le bon, si vous avez un cas d'usage qui pourrait utiliser ce dispositif. Et puis, si nous, de notre côté, on voit une pertinence à proposer un challenge multi-sponsor en étudiant les différents cas d'usage, on vous le dira. Et si ça vous intéresse, on pourra organiser des réunions communes. C'est aussi notre rôle en tant que tiers de confiance. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres questions qui soient... On a eu une autre question de Pierre. Oui. D'autres opérateurs que Cap Digital sont-ils également chargés de tickets par BPI, notamment dans le secteur de la santé? Dans le cadre des AMI en général, plusieurs pôles de compétitivité en effet sont dotés du label pour animer des challenges. Moi, en toute transparence, je n'ai pas connaissance de quel pôle en particulier. Christelle, peut-être que tu peux nous dire côté santé, parce que donc, je vous présente, Christelle est là depuis le début, c'est notre référent de la communauté santé. Oui, je te remercie pour tes réponses dans le chat. Est-ce que tu sais si... oui, oui, alors il doit y avoir d'autres opérateurs. Sincèrement, sur le dispositif POC & Go, je suis pas certaine, en tout cas dans les pôles en Île-de-France que je connais, qu'ils soient. On va vérifier. De toute façon, on reviendra vers vous, Pierre. Il n'y a pas de souci, mais je suis pas certaine que côté santé, je sais que certains d'entre vous derrière l'écran, ça serait vraiment super si on arrivait justement à avoir un de ces 3 tickets pour la communauté santé et animer cette communauté santé au mieux. Donc, je compte bien que ce soit Cap Digital qui porte le prochain POC & Go santé s'il y en a un. C'était ma réponse à Pierre.
Pierre, on va se renseigner à ma connaissance, non, sur la santé. Si on croise des communautés santé et des opérateurs Ticket Pock & Go, je pense qu'on est le seul. Si c'est pas le cas, on va creuser le sujet pour être sûr et on vous enverra un petit message. Voilà. Et ben, merci à tous. Il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois Alina et Pascal pour votre retour d'expérience, votre temps. À vous souhaiter un bon après-midi. Et puis, on se recontacte. On va vous envoyer un petit message pour la suite. Voilà. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Au revoir.